Il y a 50 ans, monter à bord d'un avion commercial signifiait entrer dans un avenir défini par une vitesse illimitée. Lorsque le Boeing 707 a inauguré l'ère des avions à réaction à la fin des années 1950, il a réduit de moitié les temps de voyage mondiaux, volant à une vitesse approchant les 600 miles par heure. Des décennies plus tard, les humains transportent des superordinateurs dans leurs poches, nous faisons atterrir des fusées réutilisables sur des navires autonomes et nos véhicules robotisés parcourent la surface de Mars. Pourtant, un vol de New York à Londres prend aujourd'hui le même temps qu'il en prenait sous l'administration Kennedy. En fait, les avions modernes volent délibérément à des vitesses légèrement inférieures à celles de leurs prédécesseurs du milieu du siècle. Cette stagnation semble défier le rythme accéléré du progrès technologique. Mais la vérité est que les avions à réaction n'ont pas cessé d'évoluer. Ils se sont simplement heurtés aux lois strictes de la physique et à la dure réalité économique mondiale. Pour comprendre pourquoi les vols commerciaux restent constamment confinés à des vitesses inférieures à 600 miles par heure, nous devons d'abord examiner le milieu invisible à travers lequel ils se déplacent. L'air est un fluide. À basse vitesse, un avion traverse ce fluide avec une relative facilité, écartant les molécules d'air en douceur. Mais à mesure que l'avion accélère, la dynamique de ce fluide change considérablement. Le seuil critique est la vitesse du son, connue sous le nom de Mach 1. Au niveau de la mer, le son se déplace à environ 760 miles par heure. Cependant, les avions commerciaux volent à des altitudes comprises entre 3000 et 40 000 pieds, où l'air est extrêmement raréfié et très froid. Dans cet environnement froid à haute altitude, la vitesse du son chute à environ 660 miles par heure. Cette limite inférieure constitue un formidable obstacle technique en raison d'un phénomène connu sous le nom de traînée supersonique. Lorsqu'un avion de ligne accélère vers la vitesse du son, l'air circulant sur ses ailes doit se déplacer encore plus vite pour générer de la portance. En raison de la forme profilée et incurvée de l'aile de l'avion, l'air accélérant sur sa surface supérieure peut franchir le mur du son, même si le fuselage principal de l'avion se déplace à une vitesse bien inférieure à celle du son, Mach 1. Et lorsque ce flux d'air supersonique localisé ralentit à des vitesses subsoniques au niveau du bord de fuite de l'aile, il crée des ondes de choc. Ces ondes de choc agissent comme un lourd mur invisible qui percute l'avion. Elles détruisent l'écoulement aérodynamique, provoquant de violentes turbulences, réduisant considérablement la capacité de portance de l'aile et causant une immense pression structurelle sur l'ensemble de l'appareil. La résistance aérodynamique, ou traînée, augmente de façon exponentielle. Pour un pilote tentant d'augmenter la vitesse d'un avion commercial standard, heurter cette barrière supersonique s'apparenterait à conduire un véhicule à grande vitesse directement dans une boue épaisse et profonde. Surmonter cette énorme traînée aérodynamique nécessite une poussée massive du moteur. Il est tout à fait possible de construire des moteurs suffisamment puissants pour percer ces ondes de choc et parvenir à un vol supersonique soutenu. L'armée le fait quotidiennement et, pendant près de 3 décennies, le mythique Concorde l'a fait pour les civils, traversant l'océan Atlantique en seulement 3 heures et demie. Mais cette prouesse d'ingénierie fulgurante du Concorde masquait une faille fondamentale dans sa logique opérationnelle. Pour qu'un avion puisse vaincre la vitesse du son, il doit subir des changements radicaux dans sa conception. Cela nécessite des fuselages effilés, comme des aiguilles, des ailes delta à forte courbure et d'énormes turboréacteurs qui consomment des quantités massives de carburant. Tous les avions de ligne modernes, du gigantesque Airbus A380 à l'élégant Boeing 787 Dreamliner, sont méticuleusement conçus pour éviter ces conditions extrêmes. Ils sont conçus pour voler à la limite de cette frontière aérodynamique, à une vitesse très précise, connue sous le nom de « point de vol idéal ». Cette zone d'efficacité se situe généralement entre Mach 0,7 et 0,85, soit l'équivalent de 550 à 600 miles par heure. Augmenter la vitesse de l'avion d'à peine 50 miles par heure pour pénétrer dans la zone supersonique ne nécessiterait pas seulement plus de puissance, mais exigerait également une consommation gigantesque et disproportionnée de carburant.
Cette consommation colossale de carburant à grande vitesse a finalement conduit à une évolution radicale des systèmes de propulsion des avions. Si l'on observe un avion de ligne des années 1960 et qu'on le compare à un Boeing 787 moderne, la différence la plus marquante est la taille des moteurs. Les premiers avions à réaction utilisaient des turboréacteurs, qui aspiraient l'air, le comprimaient, l'enflammaient, puis l'expulsaient violemment vers l'arrière à des vitesses fulgurantes. Ces moteurs étaient très efficaces à grande vitesse, mais ils étaient incroyablement bruyants et d'une inefficacité stupéfiante. Au fil des décennies, les ingénieurs aéronautiques sont passés à une technologie totalement différente, le turboréacteur à double flux à haut taux de dilution. En regardant l'avant d'un moteur à réaction moderne, nous voyons une immense soufflante qui agit comme une hélice carénée très avancée. Contrairement aux anciens jets, la grande majorité de l'air aspiré par un moteur à double flux à haut taux de dilution n'entre pas dans la chambre de combustion. Il la contourne complètement, accéléré par la soufflante, pour s'enrouler autour du moteur en un flux froid. Ce design est un chef-d'œuvre d'efficacité thermique et aérodynamique, générant des quantités massives de poussée avec une consommation de carburant minimale et une réduction considérable du bruit du moteur. Cependant, cette formidable ingénierie s'accompagne d'une stricte limite de vitesse maximale. L'énorme surface frontale de ces moteurs agit comme un parachute à des vitesses supersoniques, générant une résistance colossale. Pour voler plus vite, les avions devraient abandonner ces moteurs à haut rendement et revenir aux turboréacteurs étroits et très gourmands en carburant. Cette transition entrerait en contradiction directe avec la dure réalité économique des compagnies aériennes. L'industrie de l'aviation commerciale opère avec des marges bénéficiaires extrêmement minces, et le carburant d'aviation constitue la plus grande dépense d'exploitation pour les compagnies. Si une compagnie aérienne décidait d'augmenter la vitesse de son avion de seulement 10% afin de réduire la durée d'un vol transatlantique de 30 minutes, l'appareil pourrait consommer jusqu'à 50% de carburant en plus. Pour maintenir sa rentabilité, la compagnie devrait augmenter considérablement le prix du billet. Et bien que les passagers expriment souvent le désir de voyager plus vite, des décennies d'études de marché et de comportement d'achat prouvent que le consommateur mondial privilégie avant tout les billets à des prix abordables. Lorsqu'il est contraint de choisir entre un vol de 4 heures à 5 000 $ et un autre de 8 heures à 500 $, le marché choisit systématiquement la seconde option. Même si une compagnie aérienne parvenait d'une manière ou d'une autre à trouver l'équilibre entre les coûts de carburant et les contraintes de charge pour des vols à très grande vitesse, elle se heurterait immédiatement à un obstacle législatif strict, le bang supersonique. Lorsqu'un avion dépasse la vitesse du son, Mach 1, il ne se contente pas de fendre l'air, il le comprime violemment, créant une onde de choc assourdissante et continue au sol. Ce bruit colossal est capable de briser des fenêtres, d'endommager des structures et de perturber considérablement la vie quotidienne. Pour cette raison, le vol commercial au-dessus des terres à des vitesses supersoniques est strictement interdit aux États-Unis, en Europe et dans la majeure partie du monde. Cette interdiction limite les voyages supersoniques aux seules routes transocéaniques, coupant ainsi les couloirs aériens les plus rentables et les plus fréquentés de la planète, tels que les liaisons New York, Los Angeles ou Londres-Francfort. La stagnation apparente des vitesses de l'aviation commerciale n'est pas un échec technique, mais plutôt un triomphe de l'optimisation à l'échelle mondiale. Les ingénieurs aérospatiaux ont compris depuis des décennies que la vitesse absolue n'est pas la bonne mesure du progrès. Si vous avez trouvé cette analyse de l'ingénierie aérospatiale et de l'économie des transports intéressante, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » et à vous abonner à la chaîne pour des analyses plus approfondies sur les machines exceptionnelles qui font tourner notre monde.